Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Je reçois aujourd'hui Viviane Tettelbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée régionale et maire, mais vous êtes aussi présidente du Conseil des femmes. Tout d'abord, une réaction à ce qui vient de se passer en fin de matinée au cabinet de Koen Geens, où la porte était défoncée, des syndicalistes et agents pénitentiaires voulaient se faire entendre et ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Le ministre Geens lui-même a trouvé ça très inquiétant et très indigne ce qui s'était passé. Quelle est votre réaction à ce surcroît de tension ? Mais sincèrement, je pense que c'est pas une manière de se comporter dans un état de droit, si je peux reprendre l'image de hier. Je pense que les syndicats ne sont pas au-dessus des lois et qu'on ne peut pas comme ça simplement décider de rentrer quelque part, de tout casser. On a une tradition de concertation dans notre pays et je pense que les syndicats, avant tout, doivent respecter ça également. Alors, ils sont entendus, ils trouvent peut-être que le travail ne va pas assez vite, ils ont peut-être une autre idée de ce qui doit se faire. Tout ça, on peut l'entendre. Mais commencer à se comporter comme des gangsters, finalement, en défonçant des portes et en rentrant de cette manière brutale, c'est évidemment une violation, et c'est une violation du droit aussi, c'est une violation du respect de la démocratie. Alors, en matière de violence, il y a aussi la violence des mots. Et Jean Decote, qui est un des tops de la justice, même le premier magistrat du pays, était très dur dimanche avec le gouvernement, disant que finalement, en ne donnant pas d'argent à la justice en Belgique, on risquait de devenir un État voyou. On en était même un État voyou. Oui. Et là, quelle est votre réaction à ce message très dur ? C'est un message très dur. J'ai envie de dire que tout ce qui est excessif est insignifiant, pour paraphraser. Maintenant, je comprends qu'il y ait un agacement et je comprends que quand on n'est pas entendu, là c'est le cas pendant longtemps et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus faire fonctionner la justice, on soit fâché et qu'on veuille se faire entendre. Mais je pense qu'il faut faire attention aux mots. Je pense que ça reste très important et je pense qu'on est quand même encore loin de ce qu'il décrit quand on pense à État voyou. C'est évidemment pas à ça qu'on pense et donc je pense qu'il doit faire attention lui aussi. Alors Marc Uitendan, qui n'est pas un de vos amis, écrivait dans une carte blanche ce matin dans l'Écho de la Bourse, en parlant de Jean Decote, que c'était de l'incontinence verbale que d'utiliser ce terme d'État voyou. Voilà, c'est une manière autrement de dire ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il connaît le poids des mots et les conséquences du poids des mots. Et donc, je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'on peut se dire fâché, même en colère. Je pense qu'il y a des moyens de l'exprimer avec des mots justes qui pèsent suffisamment lourd, qu'il ne faille pas déraper, parce que ça, je pense que c'est un dérapage de langage. Et donc, voilà, ça devient trop. Et quand c'est trop, ça ne veut plus rien dire, malheureusement. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières semaines d'harcèlement sexuel dans le monde politique français, avec un député écolo, Denis Baupin, qui était poursuivi pour harcèlement, mais agression sexuelle également. Et du coup, plein de femmes politiques ont sorti leurs expériences. Alors, en Belgique, il y en a moins, mais enfin, il y a quand même quelques petites expériences. Vous êtes présidente du Conseil national des femmes et aussi femme politique. Donc, qu'en est-il en la matière ? Est-ce qu'en Belgique, il n'y a pas d'harcèlement sexuel ? Non, alors ça, je ne dirais pas. Je dirais que c'est sans doute une autre manière qu'on a chez nous de traiter les choses, ou j'ai envie de dire de ne pas traiter les choses. Parce que c'est pas parce que c'est caché que ça n'existe pas, bien évidemment. Et quand on dit harcèlement sexuel, quand on entend ce qui se passe, c'est évidemment un abus de pouvoir, c'est une relation de domination en réalité entre différentes personnes, c'est par des moyens de pression, c'est par des abus de langage, là aussi, où on va essayer de catégoriser les femmes, on va essayer de les disqualifier, de disqualifier leurs paroles dans un pouvoir de domination, parce que quand on dit harcèlement, on dit femme à disposition, et donc c'est un peu tout ça qui est en jeu dans ce harcèlement sexuel et certainement au niveau politique. Alors, mais on peut comprendre, par exemple, que quand il y a, je sais pas, un ministre et son cabinet, ou qu'effectivement, là, il y a une domination, mais entre deux députés, par exemple, ou deux ministres, là, il n'y a normalement pas de domination. Non, il n'y a pas de domination. Il ne faut pas qu'il y ait domination pour qu'il y ait harcèlement. Un harcèlement peut se faire entre collègues. Le fait qu'il y ait domination est évidemment aggravant, parce que la personne ne se trouve pas dans la même condition
conditions de liberté d'agir, elle a peur de perdre son emploi ou elle a peur de ne pas pouvoir faire avancer sa carrière. Ça arrive aussi lorsque c'est un ministre avec quelqu'un qui a des responsabilités politiques, mais pas du même niveau. Maintenant, en Belgique, ça existe, je le sais. J'en ai vécu moi aussi. Alors moi, je ne l'ai pas... Sans donner de nom, mais... Non, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en avais parlé à l'époque un petit peu. J'aurais peut-être dû sortir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit. Et c'est ce qui se passe en France aussi. C'est avec les 17 ministres qui sortent sur le sujet dans ce courrier, avec Manuel Valls qui dit c'est vrai, on ne peut plus taire les choses parce que c'est en les taisant qu'on ne va pas au fond du problème. Et je pense qu'effectivement, ça aggrave. Alors moi, je me suis défendue immédiatement. Et donc, c'était un peu un 0-0, si vous voulez, ou un 1-1. Et donc, je n'ai pas eu l'impression que je doive aller plus loin. Émilie Oyo, ça fait de même, elle l'a oui, rendu public, voilà. et ça s'est calmé aussi. Et ça s'est calmé. Alors après, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que quand on a la force et le bagou et la capacité de répondre et de rétorquer, il faut le rendre public pour celles qui n'ont pas cette personnalité-là et qui n'arrivent pas à le faire. C'est pour ça que les lois existent, c'est pour protéger le plus grand nombre et les plus faibles d'entre nous. Et donc, il faut dénoncer, je pense. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ferai. Je le rendrai public. Je pense que d'autres collègues à moi, de la même manière, dénonceraient des faits. Alors qu'elles ne l'ont peut-être pas. Et c'est ce que je conseille, absolument. Parce qu'il n'y a pas que les politiques, hein. On parle ici de l'ensemble de la société. Voilà, et il faut malheureusement faire très attention. Je pense qu'il y a aussi des lois à changer là-dessus. Ils l'ont fait en France, parce que lorsque vous attaquez quelqu'un pour agression sexuelle, si la personne n'est pas sanctionnée, à ce moment-là, ça peut se retourner contre vous, parce qu'elle peut porter plainte pour diffamation. Donc il faut faire très attention au cadre législatif dans lequel on évolue, mais en tout cas, il faut pouvoir déposer plainte, il faut pouvoir rendre les choses publiques pour, si vous voulez, mettre un terme à ces stéréotypes, parce que ce sont des comportements sexistes et on ne peut pas tolérer ça dans notre société et dans notre démocratie, dans notre état de droit, pour revenir. Mais quelle est l'exacte définition d'un harcèlement? Parce qu'un mot gentil, est-ce que c'est un harcèlement? Alors, un mot gentil, non. Un harcèlement contient évidemment la pression, l'abus de pouvoir. Dans le glossaire du féminisme que le Conseil des femmes a sorti il y a 2 ans, voilà, pour vous le montrer, on a une définition précise du harcèlement qui montre bien qu'il y a une pression pour essayer d'obtenir quelque chose, ça peut être des faveurs sexuelles, ça peut être autre chose, mais en tout cas, il y a toujours l'aspect psychologique, l'aspect de persécution et l'aspect d'abus de pouvoir qui sont inhérents à cette notion de harcèlement. Et le chiffre qui existe, c'est 1% parmi les gens qui travaillent, les derniers chiffres, c'est dire 1% sont victimes de harcèlement au travail, harcèlement sexuel. Alors, ce qui est peut-être très intéressant à soulever, c'est que dans ce 1%, 2 tiers des victimes sont des femmes, et 2 tiers des auteurs de ces agressions sont des hommes. Et donc, c'est évidemment une discrimination de genre, une violence de genre et un comportement sexiste. Très bien. Eh bien, je voudrais parler maintenant d'un autre chapitre qui va vous intéresser, c'est le commerce, parce que vous êtes échevine du commerce à Ixelles. Bon, les commerces sont en difficulté en général dans la région bruxelloise, notamment dans le centre, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider encore davantage? Est-ce qu'il y a moyen de créer encore de nouvelles initiatives pour aider les commerces? Oui, alors je pense qu'on doit vraiment être très attentif à ça, parce que ce sont des hommes et des femmes qui tous les jours investissent leur temps, leur énergie, leurs moyens. Ce sont des gens qui prennent des risques au quotidien pour faire en sorte que notre ville-région, que notre capitale ait une mixité de fonctions et offre tout ce qu'elle peut offrir à tous et à tous. Et donc, au niveau du haut de la ville, nous avons créé une task force par rapport aux commerces qui sont là. Ixelles, la ville de Bruxelles et Saint-Gilles, donc avec mes collègues Marion Lemaire et Patrick de Bouvry, au sein d'Atrium, nous avons créé cette task force parce que nous pensons que c'est important de soutenir les commerçantes et les commerçants et qui sont victimes, c'est vrai, globalement, de difficultés économiques, d'une situation globale financière qui n'est pas optimale, les questions sécuritaires qui ont touché l'ensemble de la région, mais en plus avec les tunnels et donc l'immobilité dont ils sont victimes, je pense que c'est nécessaire de démontrer que le pouvoir politique
politique est à l'écoute et fait quelque chose. Et concrètement? Donc concrètement, nous sommes zone touristique, reconnue depuis peu. La ville de Bruxelles l'était déjà depuis 2 ans. Et donc avec la ville de Bruxelles, Saint-Gilles et Ixelles, nous allons ouvrir les premiers dimanches. Donc nous commençons le 5 juin. Donc ça, c'est très concret. Nous avons aussi beaucoup d'idées que nous allons mettre en place à cette occasion-là. Mais ça, voilà, on réserve la surprise pour annoncer ça ensemble. Vous comprendrez ça. Par ailleurs, à Ixelles, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet au niveau du développement économique pour que les entrepreneurs, les indépendants et les commerçants et commerçantes puissent s'adresser à la commune à un numéro qui sera un numéro vert et qui va permettre de répondre aux différentes demandes et de répondre aux différentes questions qui peuvent se poser, aux difficultés, mais aussi voir comment on peut aider à travers certaines innovations ou à travers parfois trouver simplement un chemin facile dans l'administration. Donc il y aura le 18-19 pour la région. Voilà, et il y aura quelque chose pour Ixelles, mais qui ne sera pas, voilà, ce seront les commerçants et les commerçantes, mais aussi les entrepreneurs et entrepreneuses, les indépendants et les indépendantes. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient fort à cœur, c'est de faciliter la vie de ces commerçantes. C'est pour ça qu'on est aussi en lien avec la région, pour voir comment on va pouvoir aider en termes fiscaux par rapport à ces compensations qui ont été mises en place et comment on pourra rapidement soulager certains hôtels, certains commerces. Voilà. Vous trouvez que le gouvernement régional travaille bien là-dessus? Je trouve que voilà, il a pris certaines mesures. Nous avons regretté que ça ne soit pas allé un peu au-delà parce qu'il y avait aussi les enseignes. Il y avait moyen peut-être de donner d'autres dispenses et compensations pour alléger le poids de ces commerces qui souffrent. Je veux dire, il y a des gens qui ferment boutique parce qu'ils ne savent plus payer, non pas simplement d'autres salaires, mais leur propre survie et leur loyer. Et donc, il faut être attentif à ça parce qu'on ne peut pas travailler et voir que les syndicats souhaitent obtenir des avantages, voir qu'on veut renforcer ce qu'on peut donner aux personnes qui travaillent et le faire sur un désert économique, comme disait Jean Gaulle. Donc, il faut vraiment travailler pour permettre aux entreprises d'être fortes et pouvoir après redistribuer les choses et accéder aux demandes comme certains et certaines le souhaitent. Un dernier mot peut-être sur ce nouveau magasin qui ouvre dans Matongué, 100% belge, Belgomark, ça s'appelle, un supermarché. Vous l'avez visité, est-ce que c'est une nouvelle tendance, ça? Alors, je pense que c'est une nouvelle tendance et c'est remarquable parce que ce sont des jeunes qui ont décidé, malgré le contexte difficile, d'entreprendre, d'investir. Et ils l'ont fait à Ixelles, donc on est vraiment ravis. C'est une économie qui va permettre aux entreprises locales, donc belges, de travailler. Et c'est une chaîne courte, ce qu'ils appellent, et c'est donc du producteur au client de manière rapide et éviter tout un circuit qui va transformer les produits, les industrialiser et faire en sorte que voilà, ce ne soit plus le même bon produit qu'on pourrait avoir autrement. Donc on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Tout à fait, c'est ce que nous faisons. Merci Viviane Tettelbaum. Demain, je recevrai Guy Van Engel pour une autre interview. Bonne journée.